Voici le troisième épisode de la série Une brève histoire de Phil qui analyse le lore de Hollow Knight Silksong. Après avoir parlé de la zone de l'antre, la logique veut que l'on parle des quais profonds. Alors, c'est parti. Avant même d'entrer dans les quais profonds, l'ambiance est posée. De la lave, des tuyaux et d'autres grandes structures métalliques sont présentes. On rencontre même deux ennemis pourtant spécifiques au quai. Le four creux qui extrait le silex présent dans les fondations de Farloom, et le vol silex, qui se charge du transport de cette roche ardente. Dans les quais profonds, vous verrez que tout est mis en place pour l'exploitation de cette matière. Alors entrons dans ce grand complexe industriel. Ici, nous nous trouvons dans une zone de transit. De nombreuses marchandises attendent bien sagement dans leur contenant. Attention, n'oubliez pas, les gemmes de silex sont instables, et le complexe système de tuyaux à vapeur qui alimente sûrement la citadelle est déjà visible ici. Les structures métalliques de la zone possèdent une architecture bien particulière, mais nous y reviendrons un tout petit peu plus tard, dans cet épisode, je vous le promets. On peut évidemment croiser Chakra, dans ce qui pourrait sembler à première vue être la partie la plus basse des quais profonds. Mais ce que sa carte nous dit nous détrompe complètement. En effet, la zone a l'air de s'étendre encore bien plus profondément. Et se pourrait-il qu'il y ait une zone encore en dessous ? Non, pas du tout. C'est bien beau tout ça, mais c'est quoi ça ? Ça, ces espèces de ponts que l'on voit depuis tout à l'heure. Eh bien, je n'en sais rien. Ça pourrait être des structures porteuses, tout comme des plateformes. Elles ont tout un anneau en haut, comme si elles avaient été reliées à un moment ou à un autre, à moins que ce ne soit un moyen pour les déposer avec une grue. Non, vraiment, je trouve qu'on ne parle pas assez de ces immenses structures. Je veux bien avoir votre avis dans les commentaires. Mais peu importe le rôle de ces énormes piliers, on continue sur nos retrouvailles avec la bête des cloches. On retrouve des chutes de lave en fond, heureusement, et non pas au premier plan. Ah ! Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une puce ? Personnellement, je ferais tout pour elle. Tout. Bref, avant de foncer vers le bas des quais profonds, que diriez-vous d'aller en haut pour rencontrer les fourmiscars ? En fait non. On traitera cette zone plus tard. Alors, descendons. Minute, c'est qui ça ? On a maintenant la capacité de courir. Mais comment a-t-il eu la capacité de courir ? Ah, d'accord ! Avec Parapide bien en main, nous pouvons ouvrir ce passage, rencontrer et combattre Lace, la tante de Hornet. Cette dernière croit d'ailleurs avoir affaire à une enfant, en combattant sa Tati. Il est vrai que Lace est assez puérile, mais il faut aussi reconnaître qu'elle ne rigole pas. Elle veut tuer Hornet. De plus, la première fois qu'on la rencontre, elle contrôle des papillons d'âme avec le symbole de la citadelle en fond. Serait-elle notre libératrice ? Ou bien aurait-elle tenté de nous tuer avec la chute ? Même plusieurs mois après la sortie du jeu, nous n'avons pas la réponse. Peut-être dans les DLC, qui sait. Si vous voulez plus d'éléments sur Lace, je vous invite à regarder la vidéo pilote de la série. Il y aura plus d'éléments sur Lace que dans cette unique vidéo. Mais bon, descendons pour de bon par cette trappe et allons rencontrer la fille de la forge. Oups, je suis actuellement en train de record pour le montage et je viens de me rendre compte que j'ai mal fait mon travail. J'ai oublié cette petite salle dans laquelle peuvent se reposer les ouvriers. Donc voilà, les ouvriers ont un temps de repos une fois qu'ils ont bien travaillé. Je trouvais ça cool à entendre, mais revenons là où on en était. Entre contrôleur de pression et minerai de silex, la fille de la forge tient une petite échoppe. Une petite boutique avec Ballot, son assistant, un four creux qui a échappé au contrôle de l'ombre soie. La fille de la forge est une artisane talentueuse, qui pourra partager son savoir avec nous, que ce soit en matière d'outils ou d'histoire. En échange de quelques chapelets et à condition que l'on apporte le métal adéquat, elle pourra nous forger ou réparer des outils. Une mortaille, une sorte de piège, une cloche de magma, absolument nécessaire pour les endroits un peu trop chauds, et un tire-soie. Une arme un peu spécifique dont on reparlera plus tard. Bien qu'elle s'adresse à Hornet avec respect en sachant qu'elle est une tisserande, la fille de la forge n'est pas du genre à lui obéir au doigt et à l'œil. Elle impose ses conditions et fait preuve d'une forte personnalité avec sa voix grave et ses rires tonitruants. Elle n'est pas soumise aux tisserandes, elle n'est leur subordonnée que parce qu'elle le veut bien. Finalement, pas tout à fait. Elle nous dit qu'elle a été emmenée par la citadelle. Toutefois, elle a l'air de vouer un culte à l'artisanat en général. Elle est donc plus esclave de l'artisanat que des dirigeants de la citadelle. Mais faisons une petite pause et attention. Théorie surinterprétée et peut-être très farfelue dans 3, 2, 1.
Pour moi, la fille de la forge est dévouée à son art et à sa culture, la métallurgie. On sait qu'elle vient d'un endroit externe à Farloom, ou au moins pas directement sous l'influence du royaume. Or, dans la cinématique d'introduction, lorsque le convoi censé escorter de force Hornet jusqu'à la citadelle traverse diverses régions, on peut apercevoir cette image. Cette forme est, je trouve, assez similaire à plusieurs autres que l'on retrouve dans les quais profonds. Et qu'est-ce qui peut avoir un lien entre les quais profonds et cette zone lointaine d'apparence complètement délabrée? La fille de la forge et son histoire, bien sûr. Cette théorie veut exprimer deux choses. Premièrement, la fille de la forge s'est inspirée de sa culture, de la métallurgie, pour construire des plans pour les quais profonds, et deuxièmement, ses terres d'origine ont sombré dans l'oubli, et elle n'en sait rien. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est sûrement très extrapolé et bancal, mais j'aime bien, donc c'est vrai. En dessous, on peut trouver une salle de gauntlet, dans laquelle on peut rencontrer un nouvel ouvrier de la chaîne de production, l'orpailleur de pierres fumantes. C'est en quelque sorte le trieur, celui qui déniche les plus belles trouvailles dans l'état de pierre. S'il vous voit, il vous foncera dessus en se protégeant avec sa cymbale, alors soyez prudents s'il vous plaît. Dans cette petite salle se cache un petit élément de l'or. J'ai pu voir que certains interprétaient ce message comme une musique, peut-être qu'il y a un peu de ça, oui, mais c'est plutôt des ordres. Des commandes passées par la citadelle ou par d'autres individus que l'on rencontrera un peu plus bas. Oh, tiens, qu'est-ce que c'est que cette porte? J'imagine qu'elle doit nous ouvrir une petite zone de rien du tout pour récupérer un petit outil ou quelque chose comme... Wow, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. La lave est encore omniprésente dans le fond. On retrouve aussi les tuyaux et les ouvriers que l'on connaît. Quelques nouveaux font leur apparition. Le clochelier, un grand gaillard qui minait autrefois dans les profondeurs des quais, et le silex ardent ailé. Je doute un peu de la qualité de la traduction sur celui-ci. Il devrait peut-être s'appeler vol silex ardent ou quelque chose dans ce style-là. Quoi qu'il en soit, il se charge du transport des silex ardents, extrêmement instables et dangereux. Leur nom n'a pas été respecté, mais ce sont quand même de sacrés goats. Et surtout, les ennemis les plus chiants de toute la zone. Un autre ennemi, tout aussi chiant, est d'ailleurs présent dans cette partie des quais. Le lavaluge. Un mollusque qui doit recracher la chaleur qu'il absorbe sous la forme de liquide pour réguler la température de son propre corps. Dans cette zone, entre traînées de lave et verdure provenant des terres lointaines, nous pouvons trouver le métal artisanal dans un coffre entre les marchandises et les silex. La façon dont est traité ce métal, et sa rareté dans les terres de Farloom, nous montre que le métal artisanal est peut-être bien plus précieux et utile qu'il n'en a l'air. Après tout, nous-mêmes en avons besoin pour la confection de nos outils. Ici, nous pouvons trouver une sorte d'établi, sur lequel repose le silexium. Un outil qui nous permet d'embraser notre aiguille pour faire plus de dégâts. Et grâce à l'aiguille, nous pouvons apprendre que cet outil a été conçu par un four creux. Ce qui nous montre que la fille de la forge n'a pas le monopole de l'artisanat dans les quais profonds. Nous pouvons aussi sauver une puce en combattant des ouvriers autour d'un four, comme s'il ne faisait pas assez chaud, et récupérer un fragment de bobine après un parcours de plateforme qui n'est pas sans nous rappeler l'ambiance de l'antre. Car oui, il ne faut pas oublier que les quais profonds se sont construits sur une zone qui était auparavant semblable à l'antre, rocailleuse, pleine de cadavres, d'insectes, etc., etc. Bref, continuons notre chemin et... Qui c'est celui-là? Il nous attaque sans prévenir et il s'enfuit. Bah super. Bah suivons-le. Oh, du silex! C'est pas du tout ce qu'on cherchait, mais ce n'est pas grave. Au moins maintenant on sait que le silex est utilisé pour des opérations de forgeage. Ouais non, en fait ça sert à rien. Mais c'est un autre inconnu lui. Je le reconnais, c'est le gars de la miniature et il doit être sympa. Ah non, pas du tout. Voici les frères précurseurs Signis et Gron. Ce sont les responsables des quais profonds. Ils commandent aux ouvriers et continuent de superviser l'exploitation minière de silex, même sous l'emprise de l'Ambresois. Le duo est assez stylé. Celui qui reste à terre se nomme Signis, et l'autre par illumination se nomme Gron. Il est possible qu'ils n'aient pas toujours été deux, leur message d'aiguille étant des ordres, mais s'adressant aussi pour Gron à un frère et à une sœur. Soit les deux frères ont bien une sœur que l'on ne connaît pas, ou qui pourrait tout aussi bien être la fille de la forge, soit j'extrapole. Et c'est juste une manière de parler aux ouvriers. Dans tous les cas, une fois battus, nous pouvons contempler les énormes tableaux de commande de la citadelle. Pas sûr que sans les contremaîtres, les quais profonds marchent mieux. Mais pas grave, on a maintenant accès au sauna. Et Ballot est là pour nous tenir compagnie. Toutefois, Hornet a raison. Pourquoi y a-t-il un sauna dans une zone déjà aussi chaude? Ils sont fous à Farloom. Nous ne sommes toujours pas tout en bas. Eh bien, descendons encore.
Dans cette petite pièce pleine de contrôleurs de pression, nous pouvons trouver un ver dévoreur de soie dont on reparlera plus tard. Et au bas de cette fosse, nous retrouvons le corps d'un orpailleur de pierre fumante, au pied duquel on peut trouver un médaillon de souvenir. Rien de très intéressant, mis à part que cet orpailleur a dû faire une sacrée chute et qu'il a toute notre force. En continuant notre descente, on tombe sur des lieux qui ont l'air nettement moins bien aménagés que le reste des quais profonds. On y rencontre des lave-luges, la version grande des lavaluges, qui utilisent les mêmes mécanismes que ces derniers, avec une puissance décuplée. Mais ce n'est pas le plus intéressant, car cette zone mène à toute autre chose. Une cloche géante dans laquelle on a l'air de pouvoir entrer. Encore nous faudrait-il la clé. Bizarre qu'elle soit suspendue au-dessus d'un lac de lave. Nous y reviendrons très bientôt. Bon, en tout cas, nous avons atteint le plus profond des quais profonds. Au plus profond de Farloom, n'est-ce pas? Pourquoi personne ne me répond? Peu importe, remontons. Il n'y a pas forcément grand-chose à dire pour cette zone, mis à part qu'il y a une énorme fournaise en plein milieu des quais profonds. Mais est-ce qu'on a besoin d'être étonné après tout ce qu'on a vu? Je ne sais pas. Par contre, je vais en profiter un tout petit peu pour parler des sas qui sont omniprésents dans la zone. Je ne sais pas vraiment à quoi ils servent, peut-être que c'est justement pour garder la chaleur au centre des quais profonds. Quoi qu'il en soit, je vous propose de retrouver la fille de la forge pour terminer la vidéo. Transition. Acte 3. Sniff, pas le choix. Dans l'acte 3, on apprend que notre forgeronne préférée est liée à sa forge, ce qui nous montre bien qu'elle pratique son art indépendamment de la volonté de la citadelle. Elle ne se cache même pas du danger, mais elle nous aide admirablement en nous désignant Balo pour nous aider dans notre quête de sauvetage du royaume. Il a connaissance de la cloche enfouie et accepte de nous aider à la remettre en état. C'est vraiment le best. Il réparera la cloche de plongée, nous fera voyager avec, la remontera et l'améliorera pour qu'elle soit réutilisable pour sauver le monde. En plus, il a peur pour Hornet et il s'en veut quand il voit qu'elle n'est pas de retour quand il remonte la cloche. C'est un goth lui aussi! Attendez. Comment ça? Une cloche de plongée? On peut aller plus profond. Vous l'avez deviné, c'est la fin de la vidéo, on parlera des abysses bien plus tard. Et c'est donc normal que je n'ai pas mentionné la remontée des abysses dans la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez des théories avancées et de la vidéo en elle-même. J'espère que ça vous aura plu, boostez, likez, faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous dis à la prochaine, et ne vous abonnez pas, ça n'en vaut pas la peine.